très très content de te retrouver. On a de plus en plus de gens qui nous suivent pour cet Instagram Live, donc tant mieux. Mais j'ai quand même dû meubler et franchement, c'est pas facile. Mais Hein, parler dans je 2 minutes, t'entendais. essayer que nos amis ne nous abandonnent pas, c'est pas évident. Mais voilà, c'est les joies du direct. Tu connais ça parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as commencé en fait comme journaliste. Ta vie et ta carrière en fait. Et même journaliste sportive, passionnée de football. Dis-nous quand même quelques mots là-dessus avant qu'on entame. Oui, mais c'était un rêve de petite fille. Quand j'étais gamine, moi, dans ma chambre, c'était des posters de football. Et j'enregistrais les matchs de foot, je coupais le son et après je m'entraînais à commenter. Et donc j'ai pu réaliser ce rêve de petite fille vers une vingtaine d'années. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent réaliser leurs rêves. Et c'est vrai que c'était un peu particulier pour une jeune femme d'aimer le football. Mais c'est un peu aussi né dedans puisque mon grand-père était un footballeur en Division 1 à Tournai à l'époque. Et donc voilà, on a la culture du football dans la famille. En même temps, il paraît, en tout cas c'est Mehdi Bayat qui me dit ça sans arrêt à Charleroi, que le football féminin a un énorme avenir, une énorme croissance devant elle. Donc voilà, tu as été d'une certaine manière une pionnière. Et puis Mais c'est c'est bien placé pour faire confiance aux femmes. Donc, bien sûr. Et en plus, d'une certaine manière, c'est une bonne préparation puisque le football était quand même à l'époque un milieu encore extrêmement masculin. Et donc, te voilà la première femme ministre de la Défense dans l'histoire de la Belgique, dans un univers, l'armée et la défense, qui est quand même encore très masculin, même s'il y a des efforts de féminisation. Alors, dis-nous quand même un peu ce que ça te fait, quelle est ton impression. Je ne vais pas te demander quelle est l'impression que ça t'a fait quand on te l'a demandé. toi, tu le sais. Mais quand tu es rentré dans la fonction, ça t'a fait quelle impression de devenir la première femme qui allait, par exemple, faire le passage des troupes, participer aux grandes cérémonies patriotiques, aller sur le terrain, recevoir le matériel, la première fois que ce n'était pas un homme dans cette fonction extrêmement essentielle. Mais évidemment, c'est une fierté. Hein. Alors, passer la surprise d'avoir été désignée, je me suis mise directement dans la fonction pour connaître en profondeur tous ces départements. Mais c'est vrai, quand on arrive là au cabinet, sur les murs, il y a la photo de tous mes prédécesseurs. Et au bout, tout au bout, il y a une petite bonne femme sur le mur. Et oui, ça fait quelque chose. J'ai d'ailleurs fait une photo directement pour envoyer à la famille, pour dire, bah voilà, une femme sur le mur de ce cabinet de la défense. Pour le reste, ben, tu l'as dit, j'ai été habituée à travailler aussi dans des milieux fort masculins. Donc, voilà, les hommes ne m'impressionnent pas plus qu'une femme d'ailleurs. Donc, ça se passe bien. Il y a vraiment une chouette collaboration. J'ai ressenti un accueil chaleureux d'une manière générale. On travaille vraiment en symbiose avec l'état-major. Un très bel accueil. Il y avait aussi une attente chez certaines femmes. Elles sont 9% à peu près à travailler au sein de la défense. Et je ne sais pas s'ils le font exprès, mais à chaque fois que je visite une composante, on m'amène une, deux, trois femmes. Et donc, je ne sais pas si on les sort à ce moment-là pour me faire plaisir. Mais en tout cas, c'est un beau message que tu m'as permis de donner aussi, parce que notre objectif, c'est évidemment d'attirer de plus en plus de monde à la défense, mais aussi d'insister sur cette mixité notamment au niveau des femmes. Et il y a tellement de métiers différents à la défense, les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et qu'il y a de Ça, la en fait, place pour les femmes. évidemment, dans un instant, c'est un des enjeux, c'est de bien expliquer que la défense, ça n'est pas que cette fonction militaire à l'étranger ou bien les fonctions de sécurité sur le terrain ici en Belgique, c'est une multitude de métiers, une multitude de services à la nation, à la société, que tu vas évidemment sans arrêt encourager. Il faut rappeler aussi que on a eu la première femme présidente de la Chambre, Eliane Tillieu, dans toute l'histoire de la Belgique. C'est la première fois depuis la création de la Belgique en 1830 qu'on a enfin une femme qui préside les débats souvent musclés du Parlement. Et ça aussi, c'est grâce au Parti socialiste. Donc, je pense qu'on peut vraiment en être fier. Alors, la première chose que tu as faite quand tu es arrivé, puisqu'on était en pleine crise Covid, on ne parlait que de ça, et c'est normal, on était en plein pic des contaminations et donc aussi des hospitalisations. On était tous ultra mobilisés à tous les niveaux de pouvoir, en Wallonie, à Bruxelles, à la communauté, au fédéral, partout, pour essayer de mobiliser tous les moyens pour lutter contre cette épidémie. Et tu étais à peine arrivé depuis un jour ou deux et tu t'es dit,
Mais l'armée aussi a un rôle à jouer, parce qu'après tout, à l'armée, eh bien, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des infirmiers, donc il y a des gens dont le métier, c'est de soigner. Et pourquoi ne pas les mobiliser dans cette crise? Et je pense que ça a été vraiment très bien accueilli, d'autant que c'est vraiment une opération de large ampleur. Il faut peut-être rappeler un peu les chiffres et la mobilisation concrète de la défense contre le Covid. Mais d'ailleurs, d'abord, un militaire est formé pour réagir à tout moment en période de crise. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, de quelques jours, j'ai demandé d'avoir une analyse détaillée des capacités qui étaient disponibles pour intervenir dans cette deuxième vague Covid. Et comme ils sont très réactifs, j'ai rapidement eu une lettre qui m'expliquait en détail ce qu'on pouvait faire. Et c'est comme ça qu'on a pu mobiliser 1850 personnes. Alors, 350 au niveau de la composante médicale, donc les médecins, les infirmiers, ambulanciers et ceux qui viennent en appui médical, mais aussi 1500 personnes au niveau de la logistique, et ils ont été bien nécessaires également. Et à côté de ça, nos capacités en transport médical, on dispose de camions, on dispose d'hélicoptères, tu le sais, et donc on a voulu vraiment mettre tout ce qu'on avait en notre possession au service de cette crise, parce que la solidarité, elle est là, et la défense devait aussi participer à cette solidarité. Alors très vite, les demandes ont afflué. Au niveau de la composante médicale, on a répondu à toutes les demandes. À un moment donné, on a été limite au niveau des infirmiers et des médecins, parce que c'était 350, donc c'était un nombre un peu plus limité. Mais on a répondu à 95% des demandes immédiatement, et les 5% restants dans les 2 à 3 jours qui ont suivi. Donc, on a vraiment répondu à l'ensemble des demandes. On est intervenu dans 3 hôpitaux, à Seraing, à Charleroi et également à Etterbeek, mais aussi dans les maisons de repos, dans les institutions pour personnes handicapées. Parce que ce qu'on a vu, c'est lors de la première vague, le problème était souvent un problème de matériel. Mais pendant la deuxième vague, il y avait un problème de personnel qui était mis en quarantaine, qui était malade, qui était à bout tout simplement, et aussi un problème au niveau des procédures d'hygiène. Et ça, l'armée a pu également donner des formations au personnel de ces institutions, avec les chemins propres notamment, et vraiment toutes les consignes, parce qu'on est face à un virus qu'on n'a jamais connu, à une crise sans précédent, et donc il fallait donner finalement cette formation que pour adopter les bons gestes et se préserver un maximum. Et c'est vrai qu'on l'a vu, on est allé visiter ensemble à Charleroi, puisque c'est la ville dont je suis le bourgmestre. C'est d'abord impressionnant la vitesse et l'efficacité avec laquelle ils ont pris possession des lieux. Là, on leur a donné 2 ailes d'hôpital qui étaient occupables, et ils ont tout aménagé, tout installé. Ils sont arrivés avec leurs médecins, leurs infirmières, leur matériel, leurs procédures, et ils ont pris 25 patients à une vitesse VV'. Ils ont tout géré de manière totalement autonome, ce qui évidemment était un soulagement énorme pour l'hôpital, de se dire, ben voilà, il y a 25 patients dont on sait qu'ils sont très bien pris en charge par des professionnels extrêmement organisés. Ça nous permet d'alléger un peu la pression sur le reste et de vraiment nous concentrer sur les autres. Donc c'était un très beau signal de l'importance et du rôle social aussi de l'armée, du rôle de l'armée dans la société, comme on l'avait vécu après les attentats de 2015, où l'armée a patrouillé dans les rues et aussi aidé à rassurer les citoyens, parce que c'est vrai que la présence de militaires, ça rassure, quoi qu'il arrive. Et bien là, c'était vraiment ce rôle humain et ce rôle social qui a aussi été clairement mis en évidence. Oui, oui, mais c'est très important et je l'ai rappelé comme une des priorités, l'aide à la nation. Ça a toujours été une mission de l'armée. Ici, on le voit et effectivement, ils réagissent très vite. Il y a une reconnaissance qui est faite et le lendemain, ils sont dans les maisons de repos ou dans les hôpitaux. Ils sont formés pour ça, formés pour réagir à tout moment. C'est le travail tout simplement d'un militaire. Mais ils sont allés aussi au-delà. Je parle par exemple pour les logisticiens qui sont allés donner des coups de main dans les maisons de repos, simplement parfois pour nourrir les personnes âgées, pour leur donner à manger. Donc au-delà de la composante médicale, on a vraiment eu une équipe et j'ai reçu énormément de messages du personnel soignant
qui étaient soulagés, qui étaient rassurés, parce qu'il y a aussi un côté psychologique, d'avoir un soutien moral et d'avoir ces militaires qui sont formés finalement et qui ont l'habitude de situations de crise, les avoir à leur côté, c'était un côté rassurant. Et chez les militaires que j'ai pu rencontrer, il y a vraiment un grand enthousiasme. Ils sont heureux de pouvoir apporter leur aide à cette crise. Donc ça me rassure évidemment sur le fait qu'on ait indiqué en priorité cette aide à la nation, cette aide à la société civile. C'est vrai que pendant les attentats, ils étaient présents. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient là dans les rues. C'était pas leur métier premier, puisque à la base, c'est le métier des policiers. Et donc, petit à petit, ils vont pouvoir se retirer de nos rues si la situation reste ce qu'elle est maintenant et être remplacés par des policiers, ce qui permettra aussi à ces militaires de se réentraîner, de se reformer pour d'autres situations où ils seront appelés à intervenir. En fait, le militaire, c'est pour ça que ça va si vite et que c'est assez impressionnant, c'est qu'il va là où on a besoin de lui, à tout moment. Oui, c'est une très bonne définition et ça montre aussi leur faculté de devenir en aide. Et on va en avoir de plus en plus besoin parce que beaucoup l'évoquent aussi, même dans les situations liées au réchauffement climatique, par exemple. S'il y a des sécheresses très longues l'été, on a des risques que les systèmes électriques tombent en panne et on aura peut-être besoin là aussi du matériel militaire, de la logistique militaire. Et donc, c'est un rôle, tu as bien remis en évidence cette fonction de service à la nation. C'est évidemment la protection de la nation historiquement dans les guerres, les interventions à l'étranger, etc. Mais c'est aussi les services à la nation. Quand on n'est pas en période d'intervention, c'est pas pour ça qu'on se repose dans les casernes. On fait des tas de choses, au contraire, au profit de la société. On se forme, on s'entraîne pour être toujours au taquet, si on peut dire, et toujours prêt à intervenir. Et on voit que c'est efficace quand il faut se déployer dans des situations de crise comme celle-là. Alors l'armée, c'est aussi la défense, c'est aussi un secteur dans lequel il y a énormément d'opportunités. Ça, c'est aussi très, très important à dire, je pense en particulier pour nos jeunes, puisque tu l'as déjà dit, mais je pense qu'on va le dire, on va le répéter, le répéter. L'armée va engager énormément de monde dans les prochaines années, des gens de toutes les origines, avec des profils de compétences, des profils de fonctions les plus variés possibles. Donc, c'est vraiment aussi des opportunités et il faut qu'on travaille tous. Toi, puisque tu es la ministre, mais je pense que aussi tous les socialistes et tous ceux qui veulent contribuer à cette mission, peut-être à casser quelques préjugés. L'armée, ce n'est pas que l'image un peu ancienne de l'armée qu'on a d'habitude, c'est une grande variété de métiers. C'est pas forcément une carrière qu'on va faire à vie, ça peut être quelques années dans une vie pour se former, pour apprendre, pour sortir de situations difficiles dans lesquelles on se trouve. Ça a toujours été aussi un formidable élément, un ascenseur social, l'armée, un élément pour des gens qui n'avaient pas forcément la chance de faire des études, de trouver vraiment une opportunité. Et ça reste aussi une des vocations fondamentales de la défense aujourd'hui. Voilà, explique-nous tout ça. Je vais pouvoir t'engager pour la communication. Tu maîtrises bien le sujet. Non, mais effectivement, on a donc pour projet d'engager 10 000 personnes. C'est quand même un fameux challenge. Et donc, on va vraiment être un moteur aussi de la relance économique et du pouvoir d'achat dont on a bien besoin aujourd'hui. Alors, recruter qui? On a besoin de personnes qui ont des diplômes, mais aussi des personnes peu qualifiés ou pas qualifiés, parce que tu l'as dit, l'objectif aussi à l'armée, c'est de pouvoir former, d'être cet outil de promotion sociale. Et donc, d'apporter des perspectives d'avenir, notamment à nos jeunes, mais à nos moins jeunes aussi. Ils sont tellement nombreux sur le marché de l'emploi aujourd'hui que je pense qu'il y a des perspectives et c'est ce message que je veux leur faire passer. Il y a une centaine de métiers différents au sein de l'armée. Et donc, on ait envie de piloter un avion, qu'on soit passionné par l'aviation ou par la marine, ou qu'on aime réparer des camions, ou qu'on aime la plongée, par exemple, autant ici d'exemples qui peuvent dire que là, on peut trouver une opportunité à l'armée. Et donc, on va, pour ce faire, je pense qu'il y a vraiment un travail de communication, d'expliquer à la population qui connaît encore mal tous ces métiers, et je le comprends d'autant mieux puisque en tant que nouvelle ministre n'ayant pas eu la formation militaire comme certains parfois le reprochent, moi je pense qu'au contraire, c'est bien aussi d'arriver avec un œil extérieur parce que je pose les questions que la population pose aussi et ça me permet, je pense, de mieux l'expliquer aussi aux personnes qui nous sollicitent et qui se demandent parfois mais à quoi sert l'armée, qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors dans le temps il y avait le service militaire, je sais qu'il y a des internautes qui nous demandent si
on va le remettre en place. Moi, j'ai plutôt envie de dire, de donner envie, de pousser la porte de la défense. Et donc, notamment, faire connaître la défense à des plus jeunes. On va mettre en place des stages pendant les vacances scolaires dans les différentes composantes de l'armée pour les 14 à 18 ans. Alors évidemment, ils ne vont pas tous avoir envie après de faire une carrière, mais au moins ils auront découvert ce qu'est ce métier, ils pourront en parler, ils sauront à quoi la défense sert. On va aussi faire des partenariats, notamment avec l'ENEM, mais tous les centres d'une manière générale qui travaillent pour les demandeurs d'emploi, les centres de formation aussi, parce qu'on a cet objectif de pouvoir amener les personnes à se former au sein de l'armée. S'ils ont envie d'y faire une carrière, eh bien, on accompagnera et on va s'en réjouir. Mais ça peut être aussi, on le voit maintenant, il y a des jeunes qui n'ont plus envie de faire une carrière entière avec un seul employeur. Et donc, c'est de pouvoir les former au mieux pour qu'ensuite, ils puissent être armés, si je puis m'exprimer ainsi, pour pouvoir avoir des perspectives dans d'autres secteurs. Mais vraiment, on a un site internet qui est extrêmement bien fait, qui est mil.be. Il y a toute une série de vidéos, de photos, et il y a aussi toutes les offres d'emploi. Et vous verrez qu'il y en a énormément, puisqu'il faut passer pas mal de pages. Il faut aller vraiment au maximum autour de soi parce que c'est vraiment des opportunités formidables pour des jeunes. Il faut vraiment comprendre, c'est une idée d'une armée ouverte. C'est une armée où on peut entrer sans aucune préparation et on va vraiment être encadré. C'est le principe même de l'armée, formé, accompagné pour développer toutes les facultés qu'on a, passer quelques années et puis peut-être retourner dans le civil et travailler dans un autre contexte. Et à l'inverse, on peut très bien venir du civil, avoir travaillé comme informaticien, comme juriste, comme médecin et se dire j'ai envie de faire quelques années à l'armée parce que j'ai envie de travailler à ce service à la nation et pas forcément toute une carrière. Et donc ça va recréer du lien entre l'armée et tout le reste de la société. Et on espère aussi que tu vas faire en sorte qu'elle redevienne encore plus populaire et encore plus aimée des Belges que ça n'est le cas aujourd'hui. C'est surtout très important pour tous ces jeunes. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes et malheureusement beaucoup trop en Wallonie et en particulier dans le Hainaut, qui est la province dont on vient tous les deux, où il y a beaucoup trop de jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas non plus aux études, qui ne sont pas non plus en formation et donc qui tournent un peu à rien. Il faut bien le reconnaître. Et pour tous ces jeunes qu'on appelle les NEET, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais enfin c'est l'expression consacrée, c'est vraiment une occasion de se dire, ben tiens, je vais faire cette expérience, je vais rentrer pour une période d'essai, en quelque sorte, de stage, et voir si ça me plaît, et puis peut-être apprendre des tas de choses et trouver sa vocation et trouver le milieu dans lequel on va pouvoir s'épanouir. Ça, c'est vraiment, je pense, un message très, très important et que tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent nous aident à le diffuser autour d'eux aussi. Mais je suis persuadée qu'ils trouveront une perspective. On va aussi d'ailleurs recruter des civils. Pour le moment, il y a 5% de civils et l'objectif, c'est de tendre à 15% de civils. Donc, il y aura à la fois des militaires, mais aussi des civils. Donc, il y a vraiment de l'emploi pour tous. C'est une belle expérience et vraiment, je pense que c'est un outil de formation qui est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils vont pouvoir recruter 10 000 personnes et c'est une opportunité à saisir vraiment. Alors, j'ai une petite anecdote que j'ai apprise tout à l'heure. J'avais une réunion avec les commandants de province et dans les personnes, donc les militaires sont allés dans les maisons de repos, dans les institutions, comme je le disais tout à l'heure. Et parmi ces personnes, il y en a 2 qui ont demandé à venir au sein de l'armée. Donc, on en a, avec cette période ici qu'on a connue de crise, eh bien, il y a déjà 2 personnes, en tout cas à ma connaissance, mais il y en a peut-être plus, qui viennent donc de s'inscrire pour suivre ces formations à l'armée. Formidable. Ouais, c'est un très très bon signal. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Moi, j'ai une petite anecdote plus personnelle, c'est que mon grand-père était militaire et il est devenu militaire par nécessité, parce que son père était cheminot, résistant, il a été déporté dans les camps. Il est mort de retour des camps et donc mon grand-père à 16-17 ans n'avait pas d'autres possibilités. Il est rentré à l'armée et puis il a appris à l'armée. Il est devenu lui-même formateur, instructeur. Il y a fait toute sa carrière et moi j'ai évidemment toujours ce souvenir-là parce que il a, grâce à ça, élevé ses 6 enfants. Grâce à ça, il s'est épanoui et sans ça, Dieu sait ce qui serait devenu. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui me parle beaucoup et je suis sûr que ça peut parler encore aujourd'hui à beaucoup de jeunes qui et c'est normal, à 17, 18, 20 ans, on est parfois un peu
on ne sait pas comment s'orienter dans l'existence, eh bien, faites un peu tomber peut-être tous les préjugés que vous pouvez avoir sur la défense et l'armée. Allez voir, allez vous mettre au contact, et je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont y trouver une formidable vocation. En tout cas, c'est un défi que tu as sur tes solides épaules, Ludivine, et donc on est sûr que tu vas le relever, et on continuera à faire en sorte d'en parler partout autour de nous. En tout cas, je ne sais pas si tu voulais encore ajouter un message qui te vient particulièrement à l'esprit maintenant. Non, mais je pense vraiment effectivement que c'est une opportunité. Je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. C'est vrai qu'il faut pousser la porte. Alors, peut-être dire aussi qu'il n'y a pas que l'aide à la nation, il y a effectivement les opérations militaires à l'étranger. Il y a aussi des personnes qui viennent pour ça, pour réaliser ces opérations. On est présent quand même sur de nombreux théâtres en Afrique ou au Moyen-Orient. Et c'est nécessaire aussi parce que maintenant, la sécurité, on sait bien qu'il y a de la menace partout, notamment hybride, et notamment aussi on aura l'occasion de développer une capacité cyber. Donc les passionnés d'informatique, alors ceux qui ont un diplôme, mais aussi vraiment les passionnés, les geeks, il y a aussi des opportunités chez nous. Donc c'est assez large, vraiment. Allez voir sur ce site, vous allez en découvrir. Voilà. Rappelle un peu les coordonnées du site alors pour tous ceux qui nous suivent. Tout simplement mil.be. Voilà, 1000.be. On espère que ça va susciter beaucoup de vocations. En tout cas, merci pour tout ton travail. Je sais que ta journée n'est pas finie. On avait convenu qu'on la ferait pas trop longue parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu as bien fait de rappeler que ce rôle, évidemment, d'intervention à l'étranger est aussi extrêmement important. On est membre de l'Union européenne, on est membre de l'OTAN, on a toujours joué notre rôle. Tu l'as très bien réexpliqué dans ton excellente interview dans le journal Le Soir hier ou avant-hier. C'est aussi évidemment l'un des piliers, il ne faudrait pas l'oublier, du rôle de la défense. Mais entre ce rôle historique, classique et qui reste extrêmement important, et puis toutes les nouvelles fonctions que l'armée et la défense peuvent jouer dans la société, il y a vraiment de formidables défis pour toi à relever, mais je sais que tu as toute l'énergie et toute l'envie pour le faire, et que donc nous allons le faire tous ensemble. Merci d'avoir pris cette petite demi-heure avec nos amis qui nous ont suivis sur la page Instagram du Parti Socialiste. Bon travail et à très bientôt. Voilà. Merci, Ciao, bonne ciao. soirée. Bonne soirée.